Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Voilà, nous sommes à la dernière soirée de la semaine de la philosophie organisée par notamment la Villa Arson en partenariat avec le Théâtre National de Nice, que je remercie. Ce soir, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Alain Poussard, un des 4 ou 5 peut-être philosophes en Europe qui mènent une réflexion théorique, esthétique, philosophique sur la magie de scène. Je vais tout de suite lui laisser la parole et je vous remercie d'être venu ici malgré le froid. Merci. Bonsoir à tous. Merci de votre présence nombreuse. Je remercie bien sûr Jacques Serrano qui, il y a déjà plus d'1 an, a eu cette idée de me faire rencontrer magie et philosophie dans plusieurs circonstances, à Marseille, à Nice et ailleurs, et qui persévère dans son idée. Merci bien sûr à la Villa Arson qui nous accueille et qui récidive. Et merci au Théâtre de Nice qui, de la même manière, récidive. Il faut croire que ça a plu. Bon. Alors, j'ai donc en charge, semble-t-il, de conclure, enfin de parler le dernier, au terme de cette semaine entière de communication relative à la magie. Alors, ceux qui m'ont précédé ont tenu des discours qui relevaient au fond de champs disciplinaires très très variés et très hétérogènes. On a eu un historien, géopoliticien, on a eu un zététicien, on a eu la psychologie sociale, de la philosophie, et hier soir, histoire de l'art et iconographie. Donc voilà des approches très différentes pour un même objet qu'est la prestidigitation. Alors sous quelle casquette est-ce que je vais me placer quant à moi? Je ne sais pas très très bien. J'ai plutôt envie de ne pas décider depuis quel lieu théorique je parle. J'aime beaucoup, sur ce genre de questions un petit peu inexplorées, procéder de manière un peu vagabonde, sans arrêter à l'avance un champ disciplinaire, un champ conceptuel, un champ d'instrument d'analyse. Vagabondage, discours un peu hétéroclite, je m'en excuse, un peu délirant peut-être quelquefois. J'aime beaucoup pratiquer le braconnage. Le braconnage théorique, autrement dit, aller chercher sur des terrains très différents des outils, des instruments pour penser, des concepts. Si on suit la définition que Deleuze donnait du philosophe, le philosophe serait un créateur de concepts. À défaut de pouvoir en créer, eh bien, je vais les chercher où ils sont et je les détourne de leur usage régulier, de leur usage normal. Je prélève sans aucune espèce de discernement, ou en tout cas d'interdit. Je prélève des concepts dans des champs très différents, anthropologie, psychanalyse, sémiologie, tout ce qu'on voudra, phénoménologie et autres. Bon, pour autant que les instruments ou les concepts que je prélève me permettent de dire quelque chose ou de chercher quelque chose à dire sur ce que serait la magie. Parce que le problème, c'est quand même que la magie est une discipline très ancienne, mais qui semble ne pas avoir un appareil théorique constitué. En tout cas, s'il y en a un, il est souvent très limité, et en tout cas, il est très réservé par définition à quelques-uns, quelques initiés, si vous voulez. Il y a par exemple, je pense à l'école espagnole de magie, il y a des gens qui, depuis maintenant 40-50 ans en Espagne, cherchent vraiment à constituer un appareil théorique pour penser leur propre pratique. Je pense à des gens comme Ascanio, qui nous a livré des concepts tout à fait importants, parenthèse d'oubli, parenthèse anti-contraste, action en transit, etc. Plein de concepts, mais au fond des concepts qui sont par définition, si j'ose dire, destinés aux praticiens. Autrement dit, qui souffrent peut-être de l'entre-soi.
hein, qui va forcément avec cette discipline qu'est la magie, réputée être une discipline du secret. Donc comment dire des choses finalement sur la magie dans un langage profane, comme on dit chez les magiciens, autrement dit un langage qui n'est pas un langage technique, hein, un langage de magicien. Bien j'ai trouvé cette façon de faire consistant à aller chercher des concepts où ils étaient, des concepts souvent assez connus, déjà pérennisés, et voir comment on peut chercher à les faire fonctionner, hein, pour dire des choses importantes, intéressantes sur ce qui se passe en magie. J'ai dans le passé cru qu'on pourrait un jour constituer une théorie pure de la magie, autrement une théorie qui aurait son objet et qui aurait les catégories en quelque sorte ad hoc, hein, qui correspondent à son objet, hein, qu'elle forgerait ces catégories. De plus en plus, je suis le partisan d'une ce que j'appelle une théorie impure de la magie, autrement dit une théorie au fond qui ne cherche pas à forger de nouveaux instruments, mais qui essaie de voir comment des instruments disponibles, des instruments constitués, des instruments qui ont fait leurs preuves ailleurs, peuvent être au fond détournés. Hein. Je crois qu'il faut cultiver en la matière une sorte d'opportunisme théorique. Hein. Aller chercher tel instrument, faire du bricolage, hein, au sens de Claude Lévi-Strauss, hein, la pensée sauvage, quoi. Si j'ai pas de marteau pour planter un clou, eh ben, je vais quand même le planter, mais en me débrouillant, quoi, avec autre chose, hein, qui ne sera pas forcément l'instrument conçu pour cette fonction-là, mais qui, malgré tout, aura une efficace peut-être. Alors, quelquefois, ça marche très bien. L'outil, l'instrument mobilisé se révèle tout à fait efficace, et c'est séduisant. Bon. D'autres fois, plus souvent en vérité, l'outil mobilisé, dans un champ extérieur à la magie, se révèle inopérant. Ça ne marche pas, ça ne cadre pas, hein, on ne parvient pas à recouvrir complètement, je dirais, ce qu'on veut essayer de cerner avec cet instrument. Et dans ces cas-là, dans le cas de l'échec, finalement, c'est peut-être encore plus intéressant. Autrement dit, pourquoi ça résiste ? Autrement dit, pourquoi l'instrument qui permet de penser tel ou tel type d'activité, hein, ne parvient pas justement à déterminer précisément ce qui se passe en magie. Donc voilà pour la méthode, si j'ose dire, vagabonde et sauvage, hein, consistant à faire les allers-retours entre différents champs théoriques pour essayer de dire quelque chose d'à peu près éclairant, j'espère, sur la magie. Alors, quant à la thèse que je soutiendrai ce soir, c'est pas une thèse d'ailleurs, c'est une proposition, disons, une hypothèse que je vous soumets. Elle touche à un aspect qui pourra paraître très pointu ou très limité, mais dont je pense qu'il est important parce qu'il couvre toute l'extension de la discipline. Hein, il s'applique absolument à tout ce qui se passe en magie, et ça relève de ce qu'on pourrait appeler un peu pompeusement une ontologie de la magie, hein, pour paraphraser la formule de Bazin qui parlait d'ontologie de l'image photographique. Hein, ou encore, pour se référer à un grand théoricien au fond de l'art, me semble-t-il, Étienne Souriau, qui parlait du mode d'existence des œuvres. Mode d'existence des œuvres. Et voilà ma question, au fond, quel est le mode d'existence de ce qu'on appelle en magie l'effet ? Quand l'effet survient, quand un objet disparaît, apparaît, quand des choses extraordinaires, absolument impossibles surviennent sous nos yeux, quel est le mode d'existence ? Quel est au fond la nature, le régime de réalité, disons, duquel relève cela, cela que tous nous connaissons, sans avoir à le réfléchir, mais qu'on a beaucoup de mal à dire, parce que tous les mots qui nous viennent, je dirais, trahissent en vérité l'expérience que nous faisons et le type de réalité à laquelle nous avons affaire. Je suis frappé par le fait que quand les gens parlent de magie, je dis les gens, je m'inclus dans les gens, c'est un embarras que je vous signifie, les gens parlent de magie et même les magiciens eux-mêmes, parlant de leur propre discipline, ont une sorte de, comment dire, une sorte de manière, alors non pas de voir double, un magicien ne voit pas double normalement, mais de parler double, autrement dit, ou de penser double, autrement dit, de s'obstiner, par une sorte de tropisme un peu irrésistible, s'obstiner au fond à dire deux quand il y a un. Autrement dit, à opérer une sorte de, systématiquement, d'opération de dédoublement, de redoublement,
mobiliser des dualités familières pour dire ce qu'ils font, pour dire ce qu'on expérimente, pour dire ce qu'on voit. Or, cette manie de la dualité, du dédoublement, du double finalement, quand, me semble-t-il, il faudrait au contraire arriver à penser et à dire qu'il n'y a qu'un, et que c'est ça qui fait problème, je voudrais la caractériser rapidement par exemple de dédoublement, je dirais, qu'on entend tout le temps, qu'on lit partout sur la magie. On oppose le réel et le merveilleux. Cette distinction me paraît absolument ruineuse concernant la magie. On oppose l'acteur et le personnage. On distingue le savoir et la suspension du refus de croire. Et encore, je dirais, plus notoire, on oppose le montrer et le cacher. Or, toutes ces dualités, finalement, qui sont très faciles à saisir et qui permettent de s'en sortir rapidement quand on a à dire ce qu'on fait et ce qu'on voit, me paraissent toutes finalement passer à côté de ce qui se passe, ce qui a lieu en magie. Et au fond, ce tropisme que les magiciens eux-mêmes ont pour les arts, au fond, de la fiction, ou les arts de la représentation, finalement, qui dédoublent toujours les choses, me paraît assez nocif pour penser véritablement ce qui se passe en magie. Alors, j'ai choisi de donner comme titre à ma communication un titre un peu énigmatique, un petit peu bizarre, de ce côté-ci du réel. Bon, cette formule que j'aime beaucoup, même si elle est un petit peu déroutante, et je l'ai trouvée, elle n'est pas de moi, je l'ai trouvée dans un texte d'un philosophe français assez important, me semble-t-il, qui a exercé à Nice très longtemps, du reste. C'est le grand philosophe niçois pour le reste de la France. Il n'est plus à Nice maintenant. Clément Rosset. Clément Rosset, qui est justement, Clément Rosset, le penseur du double. Son livre le plus connu, Le réel et son double. Et au fond, pour résumer en une phrase toute l'œuvre gigantesque de Clément Rosset, donc c'est de façon extrêmement caricaturale, je dirais au fond que Clément Rosset a passé, je dirais, sa vie à traquer dans la philosophie, pas dans la magie, il n'en parle jamais de la magie. Mais dans la philosophie, au fond, cette propension qu'ont les philosophes de Platon à Hegel, au fond, à voir double, quoi, ou à penser double, autrement dit, à être dans l'incapacité, au fond, de penser l'unité et l'unicité. Bon. Et donc, ce penseur du double, de l'illusion, de l'invisible, Clément Rosset, c'est lui qui a trouvé cette formule de ce côté-ci du réel que je vais détourner de son sens. Je vais donc procéder par détournement, par subversion, par trahison finalement de la source que je mobilise, puisque Clément Rosset, qui ne parle jamais de la magie, parle ici dans ce texte-là du cinéma, et il parle d'un certain cinéma, pas du cinéma, mais d'un certain cinéma. Et voilà, je vais vous lire quelques phrases simplement qui vont vous donner l'idée générale de mon propos. Le problème, c'est qu'il emploie le mot fantastique, malheureusement, et que moi, je vais l'employer ensuite dans un sens très différent. Donc, oubliez le mot fantastique, il va revenir 3-4 fois dans ma lecture, mais qu'il ne faut pas prendre, je dirais, à la lettre, puisque c'est le fantastique, selon Clément Rosset, qui n'a rien à voir avec le fantastique au sens, je dirais, courant, ni même au sens savant, dont je parlerai tout à l'heure, si vous voulez. Je vous lis quelques phrases. Le fantastique, dont il s'agit ici, n'est pas ce qui tranche sur l'ordinaire cours des choses, comme le surnaturel, le miraculeux, l'extraterrestre ou le divin, mais plutôt ce qui y est à la fois étranger et présent, à la fois partie contradictoire et partie prenante. Pour être fantastique, il ne suffit pas d'être différent du réel, il faut aussi et surtout y être inexplicablement mêlé. En termes plus philosophiques, on peut dire que le fantastique n'est pas l'autre du même, mais son altération. Quelques formules encore. Dès lors que l'extraordinaire est séparé de l'ordinaire, il n'y a rien de fantastique et rien d'extraordinaire. Il y a en revanche fantastique dès que l'extraordinaire implique l'ordinaire. Une apparition, un miracle, un martien ne sont en eux-mêmes nullement fantastiques, ils signifient seulement qu'on est passé de l'autre côté du réel. Et une dernière phrase, il y a effet de fantastique parce qu'on a atteint à l'extraordinaire tout en restant de ce côté-ci du réel. Donc voilà la formule dont je m'inspire. On a atteint à l'extraordinaire tout en restant de ce côté-ci du réel.
Je vous relis la formule qui me paraît la plus frappante et la plus nette. Au fond, on n'a pas affaire à l'autre du même, autrement dit à une autre réalité ou à une outre-réalité, mais on a affaire à l'altération du même. Voilà pour ce texte de Clément Rosset. Bon, alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec la magie, ce que veut dire Clément Rosset, mais moi je vais l'appliquer à la magie pour dire finalement que ce que Clément Rosset veut dire, mais je ne vais pas le développer, c'est pas mon sujet, c'est au fond, il veut signifier au fond une altération du réel qui ne nous fait pas passer de l'autre côté du réel, vers un autre réel, altération, je dirais, quasiment inassignable, insidieuse. Alors qu'en magie, on a une altération du réel, en restant de ce côté du réel, mais l'altération, elle est brutale. Elle est brutale, immédiate, c'est un choc violent. Autrement dit, elle a la violence, au fond, de la manifestation la plus ponctuelle, la plus irréductible. Donc, altération brutale, mais qui se trouve, c'est ça qui est important, d'autant plus violente qu'elle a la force de frappe du réel. Autrement dit, on n'a aucun recours pour finalement en atténuer la violence en invoquant une autre scène ou, je dirais, un réel simplement imaginé, autrement dit, un autre côté du réel. Il n'y a qu'un seul côté, en l'occurrence, et sur ce côté-là, sans jamais qu'on le quitte, il y a quelque chose qui vient l'altérer avec une violence qui produit ce qu'on appelle en magie un effet. Deux mots sur ce mot effet, parce que je vais l'employer souvent. Ce que les magiciens appellent un effet, c'est un événement qui survient, une apparition, une disparition, un voyage instantané d'un lieu à un autre. Autrement dit, l'effet, c'est ce qu'on appelle l'événement, mais on l'appelle effet par métonymie, comme dans la musique, comme dans le théâtre ou dans la littérature, je dirais. Ce qu'on appelle effet n'est pas effet au sens de la causalité, au sens de l'effet d'une cause, puisque précisément le propre de l'effet en magie, c'est qu'il est sans cause assignable. Autrement dit, qu'il transgresse absolument, semble-t-il, la causalité régulière ou ordinaire. Mais on l'appelle effet parce qu'en vérité, il produit un effet. Il produit un effet sur moi, donc ce n'est pas un effet d'une cause, mais c'est un effet sur celui au fond qui le reçoit. Donc par métonymie, on applique le mot effet pour désigner l'événement qui cause en vérité l'effet. Le seul effet qui existe, c'est l'effet produit sur moi, et avec, je dirais, le choc intellectuel et à la fois peut-être l'affect qui accompagne ce choc. Donc quant à l'effet, je m'en tiens pour l'instant à l'effet lui-même. En magie, la thèse donc, que je soutiendrai, c'est que l'effet n'advient comme effet que pour autant que celui qui le reçoit ne doute pas une seconde que l'on se tient de ce côté-ci du réel. Dès lors que, encore une fois, la possibilité, l'éventualité qu'on puisse avoir affaire à un autre côté, autrement dit qu'on bascule finalement vers un autre côté du réel, alors l'effet se trouve, je dirais, aussitôt anéanti. Pour développer cette thèse, je vais peut-être la faire en plusieurs points. Je vais peut-être commencer par utiliser des catégories classiques désormais de la critique littéraire, très vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je crois. Très vite, je vais emprunter les catégories que a instituées il y a maintenant plus de 50 ans Todorov, quand il distinguait, dans un essai classique désormais, quand il distinguait trois régimes ou trois catégories, au fond, il distinguait l'étrange, le fantastique et le merveilleux. Et je vais très rapidement définir à mon tour ces trois catégories comme il le faisait pour vous montrer ce qui fait problème quand on tente justement d'appliquer ces catégories à la magie. Je dis tout de suite que ça ne marche pas, l'application, justement. Il y a un truc qui ne marche pas, ça ne va pas. Et ça, c'est intéressant comme tel. Il définit au fond l'étrange comme la survenue d'un élément, d'un événement extraordinaire, absolument impossible, semble-t-il, et inexplicable, mais qui est à la fois d'entrée présenté comme, dirait Clément Rosset, comme
appartenant à ce côté-ci du réel, autrement dit appartenant à une réalité absolument homogène à notre réalité en termes de régime de causalité, de loi de la nature, etc. Autrement dit, il y a un inexplicable, saisissant, mais à la fois, pas une seconde, on envisage qu'il pourrait y avoir une explication surnaturelle ou je ne sais quoi. On est dans le, je dirais, dans ce réel-là, et en dépit de cette situation, je dirais, de départ, quelque chose se révèle absolument extraordinaire. À l'opposé de l'étrange, à l'autre bout de la chaîne, si on veut, de la séquence étrange, fantastique, merveilleux, si on prend le merveilleux, c'est tout le contraire. Le merveilleux, au fond, c'est lorsque justement on passe de manière immédiate et je dirais sans sourciller, de l'autre côté du réel. Autrement dit, on a affaire à un réel qui obéit à un autre régime de causalité et on est ailleurs et on le sait. Je dirais, par exemple, ce sont les contes de fées, c'est Alice au pays des merveilles, ce sont les mille et une nuits. Autrement dit, ce sont des mondes merveilleux, dans lesquels certains phénomènes ont lieu qui y sont absolument normaux. Autrement dit, qui obéissent à une régularité causale, légale, je dirais, propre finalement à ces mondes-là. Lorsque, je dirais, le carrosse se transforme en citrouille, je dirais, c'est pas un effet au sens de la magie, c'est pas un effet, puisque dans le monde du merveilleux, il est entre guillemets naturel, puisqu'on est de l'autre côté du réel, absolument naturel que le carrosse devienne citrouille. C'est même au point que, je dirais, on s'y habitue très vite au merveilleux. Vous voyez, quand Alice va dans le terrier du lapin, qu'elle mange un gâteau qui la fait grandir, et puis après elle le mange à nouveau, il la fait rapetisser, puis elle veut à nouveau changer de dimension, elle mange le gâteau et plus rien ne se passe. Elle met sa main sur la tête pour voir si elle va augmenter ou rapetisser, et rien ne se passe, et elle est complètement... Là, il y a un effet peut-être, justement, quand rien ne se passe. Dans le merveilleux, finalement, je dirais que les choses se passent selon une légalité absolument, je dirais, hétérogène à celle de ce monde-ci, c'est dans l'ordre des choses. Dans la bon. Voilà pour donc, l'étrange et le merveilleux qui sont absolument opposés. Si vous voulez. D'un côté, vous avez Alice, ou les mille et une nuits, de l'autre, vous avez Edgar Poe, dans la rue Morgue, vous avez Gaston Leroux, La chambre jaune. Je dirais une chambre qui a... Mathilde a été violentée dans la chambre jaune, fermée de l'intérieur, des traces de sang sur les murs. Aucune explication, je dirais, ne peut venir, c'est l'impossible absolu. Et pourtant, dans le roman de Gaston Leroux, pas une seconde, je dirais, on soupçonne qu'il puisse y avoir une explication de l'ordre du merveilleux. C'est évident que l'on est de ce côté du réel. Il va falloir résoudre l'énigme, si vous voulez. Et entre les deux, entre donc l'étrange et le merveilleux, entre ce réel-ci, si je peux dire, et l'autre réel que serait le merveilleux, il y a le fantastique, comme dit Todorov. Autrement dit, le fantastique, c'est au fond, finalement, comme le dit très bien Todorov, c'est au fond le régime de l'hésitation entre l'étrange et le merveilleux. Quand au fond, on est, je dirais, sur la crête, et qu'on ne sait pas, au fond, si l'événement qui survient peut s'expliquer par des causes, je dirais, naturelles, ou doit appeler une explication, je dirais, qui fasse appel à du merveilleux. L'exemple typique, je dirais, de fantastique pour Todorov, c'est le roman de James, Le Tour d'écrou. Autrement dit, des morts-vivants apparaissent, je dirais, et on ne sait jamais, on hésite. Tantôt on pense que la narratrice est névrosée au point que c'est son état psychiatrique qui lui fait apparaître ces fantômes, et tantôt, je dirais, on balance de l'autre côté, n'y aurait-il pas quelques vérités, au fond, surnaturelles en l'occurrence. Voilà, donc on est au fond baladé sur la crête, et on ne sait jamais sur quel pied danser, si on est dans le régime de l'étrange ou le régime du merveilleux. Bon. Voilà pour ces exemples de ces trois catégories. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut les appliquer à la magie? Il se passe que ça ne marche pas. Ou en tout cas, ce qui est sûr, je pense, pour tout le monde ici ce soir, c'est que la magie, on n'est pas dans le merveilleux, c'est clair, on n'est pas dans le fantastique non plus. Il n'y a pas à hésiter une seconde. On est de ce côté-ci du réel. Bon. Je veux dire, on serait dans l'étrange. Bon. Sauf que si on regarde ce qui se passe dans l'étrange en littérature, on remarquera qu'on n'a jamais d'effet magique.
dans la littérature étrange. Je dirais, chez Gaston Leroux, par exemple, c'est assez frappant, chez Edgar Poe également. Ce qui est très frappant, c'est que ce qui serait, disons, l'équivalent, avec beaucoup de guillemets, l'équivalent de l'effet magique dans ce régime littéraire-là, de l'étrange, n'est jamais, au fond, donné à voir comme un événement saisissant, mais est toujours rapporté. Et rapporté au début du roman. Autrement dit, on vous expose la situation. C'est très frappant. Dans Gaston Leroux, par exemple, je dirais, c'est en lisant le journal qu'on apprend, au fond, je dirais, l'événement qui est survenu et qu'on nous donne, au fond, les données du problème. Pareil chez Edgar Poe, je dirais, dans ces romans que Poe appelle lui-même ces romans de ratiocination, on vous donne au départ le problème, c'est absolument impossible, semble-t-il, et après on va peu à peu, je dirais, débrouiller les fils et trouver la solution. Donc, en magie, c'est tout le contraire en ce sens, puisque en magie, je dirais, l'effet, il est terminal, il n'est pas initial, il n'est pas rapporté, mais il survient dans l'expérience même qui est la nôtre. Et il n'est pas un problème ou une énigme, parce qu'au fond, il est conclusif. Autrement dit, il ne s'agit pas, au fond, d'ouvrir, je dirais, un régime d'interrogation, mais il s'agit, au fond, finalement, de produire un effet très ponctuel, au fond, qui, à l'instant où il survient, déroute par avance toute velléité, au fond, de démêler les fils et résoudre l'énigme. Donc, si vous voulez, je dirais que, pour le dire simplement, je dirais que ce qui est peut-être, pour le dire avec ces catégories impropres, justement, je dirais au fond que l'effet magique, c'est au fond ce qui, dans son contenu, relèverait du merveilleux, mais ce qui, à la fois dans son régime de réalité, relève de l'étrange. Autrement dit, on a ça. Au fond, vous voyez, on a deux catégories absolument hétérogènes et opposées en littérature. On aurait en magie, au fond, la rencontre un petit peu improbable de ces deux catégories, mais en répartissant au fond d'un côté le contenu de l'effet relèverait du merveilleux, sauf que, précisément, il relève du régime de réalité qui serait celui de l'étrange. Mais ce n'est pas de l'étrange, justement, puisque c'est pas de l'énigme, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un effet. Voilà pour cette première approximation, pour dire au fond finalement comment ces catégories, que je trouve assez éclairantes quand même, même si elles sont décevantes, parce qu'au fond, on ne peut pas justement les appliquer telles quelles à la magie. Cela étant dit, il y aurait une objection qu'on pourrait me faire, et avec raison, qui serait de dire finalement l'usage de ces catégories de Todorov est absolument inadapté, absolument impropre, ne serait-ce que parce que Todorov parle de littérature et de fiction. Autrement dit, il peut précisément, lui, distinguer étrange, fantastique et merveilleux, parce qu'il parle d'une réalité qui est une réalité fictionnelle. Autrement dit, il parle d'une réalité qui, je dirais, comme telle, finalement, mobilise, dès le départ, un autre réel que le nôtre, même si dans l'étrange, cet autre réel, cet autre côté du réel, est homogène a priori au nôtre, même si dans le merveilleux, il est, par principe, hétérogène au nôtre, il n'empêche qu'il y a une dualité. La dualité, au fond, je dirais, de la réalité et de la fiction. Et ça, c'est peut-être mon second point, c'est l'idée, finalement, que, en magie, on ne peut pas appliquer ces catégories telles quelles parce que ces catégories, au fond, relèvent de ce que moi j'appelle, pour aller vite, par commodité, mais je pense que c'est assez éclairant, ce que j'appelle les arts à deux plans. Les arts à deux plans, autrement dit, les arts dans lesquels il y a, au fond, la simultanéité de deux ordres de réalité. Je pense au théâtre, je pense au cinéma, je pense à la fiction littéraire, par exemple. Autrement dit, quand je suis au théâtre, par exemple, c'est quand même plus simple le théâtre peut-être, quand je suis au théâtre, je suis dans la salle. Et cette salle où je suis, elle appartient à la même réalité que les planches, les décors et les acteurs. Et j'en ai absolument conscience. Autrement dit, il y a unicité, au fond, du réel entre celui où je suis, au fond, et le réel qui me fait face, la scène et les planches. Mais à la fois, bien sûr, il n'y a réalité théâtrale que pour autant que, sans quitter mon siège ni cette réalité, eh bien, je suis capable de convoquer, en quelque manière, l'intrigue, les personnages.
qui, eux, appartiennent à un autre régime de réalité. Et donc, finalement, on a la simultanéité, pour une conscience, je dirais, duelle ou divisée, simultanéité de deux réalités, la réalité fictionnelle, si vous voulez, que je convoque par l'imagination, et la réalité, au fond, tout court, j'allais dire, qui est simplement qu'on a des acteurs qui jouent sur des planches. Bon. Et donc, je dirais, on a à la fois un savoir que c'est faux, que c'est fin, que c'est fictif, et à la fois on a ce qu'on appelle la suspension du refus de croire, qui n'abolit pas ce savoir de la réalité, mais qui me permet finalement de me tenir simultanément entre ces deux régimes de réalité. Or justement, la magie est un art à un plan, et non pas un art à deux plans. Et je pense qu'on la manque, on manque ce qui lui est propre, dès lors qu'on cherche à dire ce qui s'y passe, en convoquant des catégories, au fond, ce que j'ai fait moi-même, du reste, des catégories, des concepts qui ne valent finalement que pour les arts à deux plans. Autrement dit, en magie, finalement, on n'a pas la possibilité, quand l'effet survient, de l'affecter d'un coefficient d'irréalité. Ce que nous faisons toujours, au théâtre par exemple. Au théâtre, au fond, je dirais, la réalité théâtrale n'est elle-même, je dirais, plaisante, que pour autant qu'elle se trouve par nous affectée de ce coefficient d'irréalité. En magie, on a affaire à la présence en personne du magicien, mais au fond, ce qu'il nous montre, il ne le représente pas. Il le montre, il le présente littéralement. Régime de la présence et de la présence une, sans aucune possibilité d'aller chercher, en quelque sorte, par l'imagination, un autre réel qui serait celui qui est visé par les actes, par les opérations. Donc voilà, au fond, la thèse principale que je tire de Rosset, et c'est toute la difficulté, comment est-il possible que survienne ce que l'on qualifie d'impossible aussitôt, impossible d'autant plus, je dirais, frappant, et d'autant plus impossible, qu'on n'a, encore une fois, aucune espèce de solution de fuite, en invoquant, en quelque sorte, une réalité imaginaire, une réalité représentée. C'est frappant que, par exemple, au théâtre, lorsque au théâtre, il arrive quelquefois qu'il y ait un tour de magie dans une pièce de théâtre, ça arrive quelquefois. Ça arrive chez Tchekhov, là, dans La Cerisay. Ça arrive chez De Filippo, dans La Grande Magie. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe bien sûr qu'on voit un numéro de magie qui est montré aux personnages de l'intrigue. Et donc on voit les personnages, les acteurs jouant des personnages sur la scène, je dirais, affectés par l'effet magique. Et donc, au fond, nous nous voyons, nous, sur scène, représentés par eux, en un sens. Donc, au fond, on voit le tour et à la fois, on voit l'impact du tour sur des personnages de fiction, mais à la fois, je dirais, le tour fait par un personnage, celui du magicien ou de la magicienne, n'est un tour de magie pour nous qui sommes dans la salle, que pour autant qu'à l'instant précisément de l'effet, on n'est plus finalement dans le réel représenté. L'impact de l'effet, même dans ce cadre théâtral, je dirais, vient finalement rompre quelques secondes, finalement, le dédoublement auquel nous jouons quand nous sommes finalement face à un art de la fiction. Donc, art à un seul plan, sans possibilité de convoquer un autre réel ou un pseudo-réel qui serait finalement la coulisse ou l'arrière-fond. Alors, on me dira, je pense que j'ai raison, je crois que j'ai raison, ce que je dis n'est pas très original, mais on me dira, mais quand même, on ne peut pas complètement supprimer toutes les dualités, on ne peut pas tout reconduire à l'unité ou à l'unicité. Il reste que, bon, du côté de l'effet, c'est vrai, l'effet n'est réel, enfin n'est un effet que pour autant qu'on se tient de ce côté-ci du réel, mais maintenant, oublions une seconde l'effet, du côté de la fabrique, du côté de, je dirais, ce que fait le magicien, je dirais, tout ce qu'il fait comme action, comme mouvement, qui borde l'effet, qui le prépare, qui le rende possible.
hein, là, quand même, on est bien obligé, finalement, de rétablir, je dirais, un double régime ou deux plans de réalité, et c'est ce que, je dirais, on veut dire quand on veut dire « il me cache quelque chose ». Autrement dit, il y aurait sur le devant du visible ce qui est montré, et puis il y aurait en deuxième plan, derrière, au fond, ce qui est caché. Et donc finalement, la dualité visible-invisible, hein, la part publique, en quelque sorte, des mouvements et des gestes, et puis la part secrète, occultée, hein, retranchée, hein, dans des coulisses, hein, dans l'arrière-cour, si vous voulez, hein, cette dualité-là, il faut bien la maintenir pour que puisse effectivement survenir, à un moment ou à un autre, ce qu'on appelle justement les faits. Or, je voudrais vous suggérer l'idée suivante, qui était un petit peu audacieuse. Je sais que quand je la suggère, je me fais souvent reprendre par les magiciens, mais je crois que je n'ai pas complètement tort quand même. L'idée, finalement, quand on examine comment ça se passe en fait en magie, quand on décortique ce que les magiciens appellent des routines. Les routines, ce sont des enchaînements de gestes, d'actions, hein, qui conduisent à un ou à plusieurs effets. Bon. Quand on analyse des routines de magiciens et qu'on voit les gestes qui sont agencés les uns aux autres pour aboutir à tel type d'effet, je suis frappé finalement que bien souvent, plus qu'on ne le pense, et dans le meilleur des cas peut-être finalement, on n'a pas cette division franche, nette, facile à comprendre entre d'une part ce qui serait montré et visible, d'autre part ce qui serait caché et tenu au fond à l'écart, hein, comme l'envers au fond du visible, hein, qui serait caché. Je vais... Oui, parce que quand nous pensons, à mon avis à tort, quand nous pensons les événements, les gestes ou les actions des magiciens, nous pensons au fond ceci, selon l'idée qu'il y aurait deux trames, ce que j'appelle deux trames, superposées, conjointes, mais superposées, en enfilade, l'une derrière l'autre. La trame des opérations qui seraient montrées, visibles, imperceptibles, et ces opérations-là cacheraient d'autres opérations, hein, qui seraient finalement cachées, avec l'idée finalement, et c'est séduisant comme idée, ça veut dire finalement on aurait deux régimes de discours, le discours visuel, hein, un discours je dirais public, hein, et puis on aurait derrière au fond finalement ce qui serait phagocyté derrière, ce serait finalement des opérations correspondantes aux opérations qu'on montre, mais qui cacheraient au fond en réalité. Et donc on aurait au fond l'idée que ces deux trames conjointes feraient que quand un événement de la trame cachée, tout d'un coup survient sur le terrain de la trame montrée, là on a un effet. Quand les deux trames se croisent, se rencontrent, alors l'effet survient. Et ça marche assez bien comme idée, finalement. Donc on aurait finalement une description, quand on lit les livres de magie pour magiciens, les descriptions, comme on dit, hein, de routine, je dirais, on a un enchaînement d'opérations techniques, en quelque sorte. Hein, et si on connaît, au fond, le langage, le lexique de ces descriptions, je dirais, l'effet survient absolument naturellement. Il est les faits, là pour le coup au sens causal, hein, dans l'ensemble de causes qui ont été élaborées très en amont, hein, et il doit résulter. Simplement le problème c'est que pour le public qui voit le même enchaînement, hein, il ne voit que la face visible, et au fond, toutes ces opérations que nous cacherions, en quelque sorte, seraient, elles, invisibles, et à l'instant où l'effet survient, la trame, je dirais, souterraine, si on veut, hein, fait apparaître un élément, hein, qui lui est inhérent, hein, dans l'élément de la trame visible. Bon, voilà pour le modèle, je dirais, généralement admis, je pense. Moi, je voudrais forcer un peu les choses et faire l'hypothèse qu'il n'y a qu'une trame. Non pas deux, mais une seule trame. Alors on me dira, c'est pas vrai, il y a la magie des appareils, la magie des fakes, la magie des gimmicks. Je veux des trucages, comme on dit. Bon, très bien, mais je dirais que si on cherche à penser un idéal, non pas une réalité peut-être, mais un idéal régulateur, comme dirait l'autre, un idéal au fond de ce que les Espagnols appellent la magia limpia, la magie propre. Bon, on peut discuter sur ce concept, ce qu'il est pertinent ou pas, mais en tout cas il est intéressant du point de vue théorique. Au fond, ce qu'ils appellent la magie propre, c'est une magie au fond sans rien de caché,
d'occulter aucun objet secret. Simplement, tout doit finalement se déployer à main nue, en quelque sorte, sans trucage. Bon. Donc au fond, l'idéal de la magie propre en ce sens-là, ce serait le suivant, non pas deux trames, l'une cachant l'autre, mais une seule et même trame. Simplement, c'est cette même trame, comme une phrase qu'on prononce, elle serait susceptible de recevoir deux significations. Autrement dit, d'être lue selon deux grammaires, deux lexiques hétérogènes. L'idée, au fond, de concevoir des phrases telles que, quand quelqu'un la lit sans connaître, entre guillemets, le code, en quelque sorte, il ne peut recevoir que l'un des deux sens que cette phrase contient. Mais cette même phrase, ce même texte, finalement, peut aussi se lire à l'insu du public, selon une autre trame. Le modèle le plus simple pour penser ça, c'est le modèle de l'image double. L'image double, autrement dit, le modèle de, je sais pas, le buste de Dali apparaissant, le buste de Voltaire apparaissant de Dali. Vous avez effectivement deux images en une. Simplement, l'intéressant, c'est qu'il y a deux images en une, sauf que pour moi qui regarde l'image, il n'y en a jamais qu'une à la fois. Autrement dit, quand j'en vois une, le simple fait que j'en vois une, que je vois le buste de Voltaire, fait que je ne peux pas voir les danseuses espagnoles, etc. Et si tout d'un coup, je dirais, les danseuses apparaissent, c'est que, à l'instant même, le buste de Voltaire disparaît. Autrement dit, ces deux images sont exclusives l'une de l'autre, et pourtant elles ont exactement le même tracé. Donc il y a une unicité du tracé, une unicité du dessin, et on a une dualité des images par une sorte d'alternance, tantôt l'une, tantôt l'autre. La différence, c'est qu'en magie, je dirais, il faudrait, et c'est ce qui a lieu d'ailleurs, il faudrait que toujours une seule image s'impose, celle-ci et pas celle-là. Autrement dit, le fait que je ne peux pas voir l'autre. Mais l'idée, au fond, c'est que l'image que je vois, ou le simple fait que je la vois, est ce qui cache l'autre. Autrement dit, elle n'est pas dans le tiroir, l'autre. Elle n'est pas dans le double fond. Elle n'est pas dans les coulisses. Elle est exactement comme celle que je vois, sur le devant du visible, au ras du visible, mais le simple fait que je perçoive cette image-ci, suffit à faire que l'autre image, non seulement n'est pas vue, mais ne peut pas être une seconde soupçonnée. C'est au point que, en fréquentant beaucoup de magiciens, et des magiciens extrêmement expérimentés, extrêmement obsessionnels de leur propre discipline, je suis frappé des fois que certains magiciens, quand ils vont assister à des conférences de magiciens pour magiciens, où chacun démontre au fond finalement ses routines, ils sont tellement dedans, dans leur pratique, qu'ils sont incapables, quelquefois, c'est surprenant, de voir l'image que le public verra. Autrement dit, il ne voit que l'autre. Que le canard lapin, je dirais, il ne voit que le canard, il ne voit jamais le lapin. Autrement dit, ils sont tellement dans la grammaire, le lexique gestuel, les opérations qui sont les leurs, que, à la limite, des fois, on est surpris, ils font des choses absolument incroyables, saisissantes de technicité, d'habileté, d'intelligence, pour un effet qui tombe complètement à plat. Ils sont rendus, au fond, quasiment incapables de voir, finalement, les choses selon le visible tel qu'il se manifeste au regard du profane, comme on dit. Donc l'image double, c'est un bon modèle. Un bon modèle pour, je dirais, penser cette unicité de la trame des opérations avec cette dualité de lecture et à la fois le fait que l'une des lectures, l'une des grammaires en quelque sorte, qui s'impose au public est justement celle qui rend absolument impossible et de lire et de soupçonner même finalement que cette même trame puisse être lue selon une autre signification. Il y a plusieurs, j'ai pas beaucoup de temps, je vais peut-être, tant pis. Bon, sacrifions ça peut-être. C'est Freud qui avait développé cette idée, enfin,
La magie n'en parle pas, bien sûr, Freud, mais Freud qui avait développé cette idée, au fond, que le travail du rêve, ce qu'il appelle le travail du rêve, se pense non pas selon deux textes, le texte inconscient et le texte conscient, avec une traduction l'un dans l'autre, si vous voulez, mais au fond, l'idée qu'il y aurait un seul texte qui pourrait, encore une fois, se lire selon deux grammaires différentes. L'intéressant pour la magie, c'est que finalement, ça permet de penser plein d'opérations que font les magiciens, qu'ils n'arrivent pas toujours à nommer, d'ailleurs, mais qu'ils font très bien, qu'ils décrivent très bien, et qui correspondraient exactement aux 4 opérations que Freud caractérise comme relevant du travail du rêve. Autrement dit, le travail du rêve, ce par quoi finalement le texte du rêve est un texte qui ne peut par moi être lu, par moi qui rêve, ou qui est rêvé, qui ne peut être lu que selon une grammaire et un lexique, et une grammaire surtout plus qu'un lexique d'ailleurs, une grammaire au fond qui, je dirais, rend absolument insoupçonnable le sens inconscient du rêve. Ce que Freud appelle le déplacement, la condensation, la mise en image, et ce qu'il appelle enfin l'élaboration secondaire, qui en magie fonctionne à plein. C'est très frappant en magie quand je dirais, on demande quelquefois au public après le spectacle de nous raconter. Raconter. On fait beaucoup ça en Espagne. L'école espagnole fait beaucoup ça. Ils se réunissent entre magiciens, ils font venir le public, ils se mettent entre eux, ils écoutent les gens parler entre eux à la fin du spectacle, pour avoir le récit de ce que les gens ont vu. Et c'est très frappant quand on est magicien, ça. Parce qu'on se rend compte que les gens ont vu des choses qui n'ont jamais existé. Ils en sont absolument convaincus. Autrement dit, et c'est pas simplement qu'ils se le racontent, il y a aussi ça, par ailleurs, mais c'est plus que ça. C'est au fond comme chez Freud, je dirais, au moment où je rêve, j'élabore le récit de mon rêve. Cette élaboration consiste en vérité à quoi faire ? Consiste à faire exactement ce que fait le lecteur d'un texte narratif, selon Umberto Eco, autrement dit, à boucher les trous, à remplir, finalement, à remplir les béances du texte, finalement, que je suis en train de lire. Umberto Eco qui dit que tout texte narratif est un mécanisme paresseux. Autrement dit, conçu comme tel, autrement dit, est un texte à trous finalement, et que le lecteur modèle, comme il dit, le lecteur compétent, je dirais, est celui qui, sans même s'en aviser, remplit comme il doit les remplir. C'est pas qu'il a le choix, il n'a aucun choix. C'est pas l'œuvre ouverte là, c'est l'œuvre fermée, clôturée, saturée. Autrement dit, tout lecteur ne peut que remplir les trous, combler les béances, et autrement dit, comme dit Freud très bien, lisser. Il lisse. Autrement dit, à l'arrivée, il aura un récit, et ce récit tel qu'il l'aura finalement élaboré, rendra absolument impossible la régression, en quelque sorte, vers le sens inconscient du texte. Donc au fond, l'idée que donc il n'y a pas besoin, au fond, d'aller chercher du cachet, de l'occulter, un arrière-plan en quelque sorte. Tout peut se faire et tout peut se jouer au fond au ras du visible, pour autant que la stratégie du magicien consiste à solliciter correctement, adéquatement chez le spectateur, finalement, cette capacité finalement à interpréter, à percevoir en interprétant et en comblant finalement les ellipses, les trous laissés par les mouvements, les gestes comme un texte. Un dernier élément, c'est la même idée, mais dit un peu autrement. Ça me paraît assez éclairant pour, peut-être, je ne sais pas. C'est Roland Barthes qui distinguait, dans les années 60, c'est très vieux ça, qui distinguait, en pleine période structuraliste, qui distinguait ce qu'il appelait des imaginations du signe, ou des imaginaires du signe. Et il distinguait donc, je ne vais pas vous le faire, mais il distinguait l'imaginaire symbolique du signe, et l'imaginaire paradigmatique, j'en parlerai pas, l'imaginaire syntagmatique. Et il disait finalement que c'est moi qui le dis, je le dis avec ces mots à lui, qui ne parle pas de magie du tout, bien sûr. Je dirais que l'imaginaire symbolique, c'est au fond l'imaginaire que tout spectateur peut avoir quand il pense à la magie. C'est l'imaginaire du secret, c'est l'imaginaire de la chambre dérobée, du double fond. Autrement dit, l'imaginaire d'une sorte de secret qui aurait une géographie, qui serait dans un espace en profondeur, si vous voulez. Parce qu'au fond, l'imaginaire symbolique, c'est au fond l'idée que pour tout signe,
correspond une signification. Autrement dit, on va atomiser le discours, hein, et pour chaque élément du discours, chaque signifiant, il doit y avoir verticalement un signifié correspondant. Et donc on cherche à débusquer finalement le geste, le mouvement, hein, qui trahira une signification finalement cachée afin de, je dirais, ne pas se faire avoir, si vous voulez. Or, au contraire, le signe considéré, selon Barthes, le discours plutôt considéré selon Barthes, selon ce qu'il appelle l'axe syntagmatique, hein, consiste au fond à poser qu'aucun signe n'est porteur d'une signification symbolique, si vous voulez, mais que tout signe reçoit, pour une part essentielle de signification, de, je dirais, les signes qui le bordent, autrement dit, latéralement et non pas verticalement. Hein, c'est Juan Tamariz, un magicien espagnol considérable, qui parle dans son dernier livre, et cette expression m'a frappé, de discours magique, pour parler des gestes. Hein. Il ne parle pas du boniment, comme on dit, il ne parle pas de la parole, mais il montre comment, au fond, les gestes s'agencent selon un discours, le discours magique. C'est ça l'idée, au fond, que les gestes s'ordonnent les uns aux autres selon une grammaire et un discours qui fait que, finalement, aucun des gestes ou des portions, au fond, de gestes ne peut être, je dirais, saisi isolément, mais est toujours, finalement, reçoit sa signification pour le public. De, au fond, finalement, le geste qui le précède ou qui le suit. Autrement dit, une sorte de contamination, si vous voulez, latérale de signification, hein, et non pas, finalement, je dirais, une correspondance terme à terme, soit un étagement, si vous voulez, tel geste signifie ça, tel autre signifie cela. Hein. Au fond, la signification, elle se dégage, je dirais, d'un élan, hein, des gestes, tels que finalement chacun détermine au fond le sens de tous les autres. Mais je crois que je ne vais pas avoir le temps, hein, Jacques. Mais non, parce que ce que je vais dire maintenant est très très long et compliqué. Donc je le dirai peut-être un petit peu dans les questions-réponses si j'ai l'occasion, mais sinon, l'annoncer, enfin pas l'annoncer, le résumer en une phrase, dire que j'ai pris pour vous suggérer cette idée au fond de rechercher à penser les gestes du magicien, non pas selon, au fond, l'opposition visible-invisible, ou l'opposition montrée-cachée, ou l'opposition devant, derrière, mais penser au fond que ce que nous ne voyons pas est pourtant sur le plan du visible au ras du visible, et que la grammaire des gestes, hein, je dirais, nous empêche de percevoir au fond ce qui n'apparaît pas, ne nous apparaît pas, quoi qu'il soit effectivement là. Je l'ai dit de deux manières différentes et opposées. Je l'ai dit avec l'image double, et je l'ai dit avec l'idée de discours syntagmatique, si vous voulez, ou chez Freud, de la trame du rêve, si vous voulez. Bon. Ces deux modèles-là me paraissent assez opératoires. Mais ils ont tous les deux un immense défaut symétrique, c'est que le modèle de l'image double, c'est une image fixe, autrement dit sans mouvement, alors que la magie, justement, c'est justement l'art du geste, du mouvement, du rythme et de l'élan et du temps. Et alors, le discours, hein, le modèle discursif syntagmatique a le mérite de réintroduire le temps, la temporalité, la relation latérale en quelque sorte des éléments entre eux, mais on est dans le discursif, on n'est plus dans le visuel. Alors mais je n'ai pas le temps, j'aurais eu un troisième modèle qui permettait au fond de conserver ce qui me paraît pertinent dans les deux modèles antérieurs, à savoir la visualité et la temporalité et le rapport latéral, sans avoir les inconvénients de chacun de ces deux modèles. Ce troisième modèle serait été un modèle ce que j'appelle le montage des actions, une sorte d'analogie avec le montage cinématographique, comment finalement les actions du magicien sont ordonnées selon un principe qui est assez équivalent au montage analytique au cinéma, dont je dirais l'emblème historique est ce qu'on appelle l'effet Kuleshov. Peut-être deux mots sur l'effet Kuleshov, c'est tout, hein, je n'ai pas le temps de développer. Je voulais parler de Bazin, puis finalement Bazin il va passer à la trappe, c'est trop compliqué. Mais si vous voulez, l'effet Kuleshov, c'est très simple, hein, c'est très connu, ce qu'on nous raconte en tout cas dans les écoles de cinéma, c'est faux, mais c'est ce qu'on nous raconte. Prenons les choses comme on nous les raconte. Kuleshov, donc un cinéaste russe, qui aurait fait les raisons suivantes, filmons le visage de l'acteur, un visage absolument inexpressif, hein, le visage absolument neutre. Je dirais le visage, l'inexpressivité de l'acteur studio, si vous voulez.
Et montons ce plan d'un visage qui regarde, donc, face caméra, qui regarde, mais qui n'est ni joyeux, ni triste, ni rien. Bon. Et montons-le avec, je dirais, un plan, le plan, alors tantôt une femme dans un cercueil, tantôt un enfant en train de jouer, tantôt, etc. Autrement dit, montons ce plan, champ contre champ, avec, en quelque sorte, des situations. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous l'avez deviné, c'est que nous voyons le visage, tantôt attristé, peiné, tantôt attendri, tantôt lubrique. Ce même visage, je dirais, reçoit une expression différente qu'il n'a pas objectivement. Il le reçoit au fond du plan qui le suit, voire du plan qui le précède. Enfin non, du plan qui le précède, ça va de soi, voire du plan qui le suit. Autrement dit, il y a même un effet rétroactif. Et c'est saisissant, c'est irrésistible. Ce que disait Hitchcock quand il a filmé Fenêtre sur cour, il disait à Truffaut finalement que le visage de James Stewart était le même visage et que tantôt quand on montre une jeune fille en train de danser ou qu'on montre, je dirais, la cœur solitaire ou qu'on montre, etc., tantôt on a affaire à un homme compatissant, tantôt on a affaire à un gros salaud, un vieux dégueulasse. Voilà. Autrement dit, je dirais l'expression n'est pas sur le visage, mais nous ne pouvons pas ne pas la voir. Voilà au fond l'idée, et elle est applicable, je crois, à la relation entre les gestes en magie. Alors peut-être encore un tout dernier mot. La vérité, c'est qu'on n'a aucun photogramme de l'effet Kuleshov, donc on ne peut pas vérifier, on peut le reproduire. On l'a reproduit plusieurs fois et ça marche. Bon. Mais je dirais, quand on lit les textes de Kuleshov, c'est un peu différent. Parce que si vous voulez, je dirais, si on s'en tient à ce que je viens de dire, vous voyez que l'effet du montage est un effet, au fond, est un effet additif. Autrement dit, cela ajoute une expression au visage qui n'y était pas. Alors qu'en magie, on aurait envie de penser plutôt c'est un effet Kuleshov à l'envers. Puisque finalement, l'effet de montage, le rapport d'un geste à un autre, par exemple, non pas ajoute, mais supprime, évacue, efface, gomme, et c'est vrai d'ailleurs, une signification excédentaire qui serait, pour le coup, ruineuse pour l'effet magique. Autrement dit, je dirais, je ne peux comprendre le mouvement que selon telle logique imposée par ce montage des actions qui fait que je ne peux pas voir que ce geste est en vérité un geste qui fait autre chose que ce qu'il est censé faire. Bon. Sauf que, si on regarde les textes de Kuleshov, le texte de la mise en scène de Kuleshov, qui lui-même raconte son expérience, c'est pas la même chose qu'il raconte. Ce qu'il raconte, c'est qu'il filme le visage de l'acteur en demandant à l'acteur de jouer une situation déterminée, très déterminée. Telle situation. Exprime ce que tu ressens devant telle situation. Il fait le plan. Il lui demande ensuite de jouer une autre situation. Et il fait le plan. Et il a les plans contre-champs de chacune des situations en question. Eh bien, s'il inverse les contre-champs, l'effet Kuleshov fonctionne quand même. Autrement dit, l'expression, en quelque sorte, qui était jouée par l'acteur, n'est plus perceptible. Et une autre la remplace selon le plan qui précède ou qui suit. Voilà. Et ça, ce serait exactement ce qui a lieu en magie. Autrement dit, une action qui, en vérité, fait quelque chose que vous ne soupçonnerez jamais, je dirais, vous apparaît comme faisant autre chose, et c'est ce qui la précède ou la suit qui détermine cette signification que vous lui imposez, et qui gomme complètement l'autre signification. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots avec André Bazin, mais je n'ai pas le temps avec André Bazin, donc je préfère que nous puissions discuter un petit peu, pas prendre tout le temps pour moi en monologue. Donc je m'arrête là, je vous remercie. Une question ? Je suis là. Cet effet, est-ce que ça peut fonctionner non pas avec des images, mais avec des sons ? Je sais pas.
crois pas. Ou avec des images et des sons. Là, chant contre chant. Si on, ah oui, au cinéma, tu veux dire? Au cinéma, ouais, ah oui, bien sûr, au cinéma, oui. Mais en magie, je ne sais pas. Il y a ce qu'on appelle, mais je ne veux pas dévoiler des secrets, je ne suis pas là pour ça, il y a ce qu'on appelle des passes au son en magie. Des passes au son, c'est-à-dire mais ce n'est pas des effets, ce sont des passes, ce sont précisément des... Oui, c'est pas des effets. Hein. C'est-à-dire que si je... Des fois, quand je fais que le public acquiert la certitude, c'est même pas qu'il se pose la question, c'est évident que la chose s'est faite parce qu'il y a eu le son, hein, sans que la chose, je dirais, soit faite. Donc il y a effectivement un usage du son, hein, et ça marcherait. Mais c'est pas l'effet, ça, par contre. C'est pas l'effet, c'est ce qui le rend possible, ce qui le prépare. C'est un tour. Ah non, c'est une passe. C'est une passe. C'est une passe. Si je prends 4 pièces, j'en prends 1, 2, 3, 4, il n'y en a plus qu'une, ou il n'y en a plus, bon, passe au son, éventuellement je les réutilise à un moment ou à un autre, pas toutes les ponts, et ça peut, voilà, c'est possible. Si les pièces, tu les mets dans un bol en fer, clonk, oui. clonk, clonk, clonk. Voilà. Parce que là, on n'a pas compris, là. Hein. Ou dans la main. Oui, dans un bol en fer, c'est plus compréhensible. Et là, on ne va pas dévoiler tous les secrets non plus. Hein. Non, c'est pas dévoiler les secrets, les pièces tombent dans le bol. Voilà, on croit qu'elles tombent parce qu'on entend le son. Mais c'est pas un effet, ça. Enfin, Bonsoir. Mais, oui. Quel est le chapitre que vous avez un petit peu occulté? Je ressens une frustration. Et pouvez-vous nous parler de Bazin, s'il vous plaît? Alors, merci. Mais ça risque d'un peu long, alors. Mais je vais essayer de faire très vite. Je vais essayer, au risque d'être confus, ou en tout cas simplifiant. C'est que André Bazin, donc le grand théoricien du cinéma, qui est le père spirituel de Truffaut et toute la nouvelle vague, il avait une esthétique particulière, peu importe, je dirais, je la prends comme telle, pas discuter ça, mais il avait des choses sur le montage au cinéma, et la thèse qui était la sienne, qui était très paradoxale, était de dire au fond que le montage n'était pas, comme on le disait tout le temps à l'époque, le propre du langage du cinéma. Sa thèse était au fond que le véritable, ce qui était vraiment cinématographique, c'était le plan séquence, et pas le montage. Et pourquoi? Alors très vite, hein, il disait finalement que le montage de plans, donc d'éléments morcelés, hétérogènes qui sont montés entre eux, ça a un effet... c'est la manière qu'a le cinéma d'imposer une signification, de manière extrêmement univoque et efficace. Oui, c'est ce que Hitchcock appelait diriger le public. On dirige, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix, je ne peux percevoir qu'une signification. Ce qui est intéressant pour la magie. Hein. Bon. Mais ça a corrélativement un effet de déréalisation. Autrement dit, la fabrication peut être apparente. Alors qu'au contraire, dans le plan unique, ou le plan séquence uniponctuel, si vous voulez, ce que disait Bazin, c'est qu'au fond, au contraire, on a la certification de la réalité de l'action dans son lieu géographique. Je peux vous lire une phrase ou deux, si vous voulez. Bon. Et il aboutit au principe qui est le suivant, qui est un principe très connu chez lui, qui est le principe qui le dénomme ainsi, montage interdit. Montage interdit, quand est-il interdit, hein? Et je vous lis quelques phrases si vous voulez. Si je le retrouve, oui. Oui, il me semble qu'on pourrait poser en loi esthétique le principe suivant. Il parle du cinéma. Hein. Quand l'essentiel d'un événement est dépendant d'une présence simultanée de 2 ou plusieurs facteurs de l'action, le montage est interdit. Il reprend ses droits chaque fois que le sens de l'action ne dépend plus de la contiguïté physique des éléments. Et je vous lis encore une phrase un peu plus loin, c'est pourquoi je pense que c'est très pertinent pour nous, pour la magie. Soit par exemple un documentaire sur la précipitation. Si son but est de montrer les tours d'un célèbre virtuose, il sera essentiel de procéder par plan unique. Mais si le film doit ensuite expliquer l'un de ses numéros, le découpage s'impose. Le cas est clair. Passons. Voilà ce que dit Bazin.
Alors moi, je pense qu'effectivement, le cas est clair, mais je passe pas. Parce que je m'arrête là, c'est vraiment important de s'arrêter. Pourquoi? Parce que là, il parle de la magie filmée. Alors, évidemment, la magie filmée, il va de soi que si on fait un montage, c'est mort, si j'ose dire. Hein? Si vous montrez le type qui montre une pièce, caméra à la main, puis qu'après il y a un autre plan qui montre qu'elle est plus dans la main, ça va, le montage tue l'effet. C'est impossible. Donc au fond, pour qu'il y ait un effet filmé, il faut qu'il y ait un seul plan. Le problème, c'est que, voilà, pour le dire rapidement, le magicien, non pas filmé, oublions le cinéma, mais le magicien en scène, le magicien dans sa présence, je dirais, le montage, comme dit Bazin, n'a même pas à être interdit, parce qu'il est impossible. Il est là sur scène, je dirais, dans le temps littéral, comme dirait Barthes, hein, avec la coprésence, je dirais, spatiale de tous les éléments qui sont sur la table, si vous voulez. Donc il n'y a pas... bon. Sauf que, comme dit Bazin, cette situation, au fond, de coprésence simultanée des éléments à l'image, comme dans le plan unique ou le plan séquence, ça certifie, ça authentifie, dit Bazin, le réel, mais ça entraîne un effet d'ambiguïté du réel, dit-il. Autrement dit, on ne peut plus diriger le regard. Autrement dit, on perd justement cette capacité qu'a le montage, hein, de faire que, comme dit Bazin, on suit le guide. D'accord ? Alors le problème du magicien, c'est quoi ? Je vais le dire très vite. C'est que le magicien, il faut qu'il trouve une solution. Il l'a trouvé d'ailleurs depuis très longtemps, hein. Mais moi je l'ai dit comme ça parce que je n'ai pas trouvé d'autre moyen de la dire. C'est que le magicien, il doit résoudre le problème suivant. Il doit, au fond, dans le cadre d'un équivalent du plan séquence, il n'a pas le choix, il est là sur scène, pas monté, hein. Il doit donc, finalement, trouver un équivalent du montage, hein, qui dirige le spectateur, comme le fait au cinéma le montage. Autrement dit, il doit, au fond, pour le dire autrement, il doit obtenir les deux avantages respectifs des deux procédés de cinéma, à savoir authentification du réel et direction du spectateur, et il doit éliminer les deux effets, je dirais, négatifs. Autrement dit, ambiguïté du réel, hein, et, je dirais, fabrication. Voilà. Et il y arrive. Et il y arrive par ce que j'appelle le montage des actions. Autrement dit, le fait que, dans un enchaînement de gestes, je ne vais pas vous faire une démonstration, mais si vous voulez, de gestes, je dirais, telle sous-séquence d'un geste détermine la signification de la séquence suivante, comme dans le montage. Hein. Autrement dit, dans la succession, au fond, des différentes séquences d'une même action, hein, il y a, je dirais, contamination de signification, ce qui a un effet d'imposition univoque d'une signification et un effet de gommage de ce qui pourrait être suspecté, et avec raison, du reste, dans l'action en question. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc montage interdit, montage impossible et montage pourtant. Voilà, les trois étapes, si vous voulez. Montage interdit, montage impossible en magie, et montage cependant. Voilà. Est-ce que dans la réussite de l'effet magique, il n'y a pas le présupposé d'un, comment dirais-je, je ne sais pas comment poser la question, le présupposé d'un interdit demandé, implicitement demandé et accepté d'avance? Quel interdit ? On s'interdit d'avoir toutes les cartes en main. Lorsque je vais assister à un spectacle de magie, je pars du principe que, sauf si le magicien me demande de monter sur scène pour observer ce qu'il veut bien que j'observe, de moi-même, je ne vais pas quitter mon fauteuil, faire le tour de la scène pour essayer d'examiner tout ce qu'il y a devant moi. J'accepte d'avance qu'il me soit interdit de vraiment tout observer. Oui.
Moi, je dirais plutôt que j'accepte, mais ça c'est tant mieux, c'est la condition pour que ce soit une expérience de plaisir et pas une expérience de souffrance et d'humiliation. J'accepte, ben oui, j'accepte au fond la règle du jeu, quoi. Hein. Autrement dit, cette règle du jeu qui fait que je sais que je vais être trompé, hein, mais que justement j'y consens. Parce que je sais que je vais y trouver quelque chose. C'est un jeu très paradoxal, c'est une sorte de jeu finalement, mais un jeu dans lequel il y en a un qui gagne à tous les coups, l'autre qui perd à tous les coups. Et pourtant, celui qui perd à tous les coups accepte de jouer, le sachant. C'est donc finalement il cherche autre chose que gagner. Hein. Autrement dit, à la fois il accepte la règle du jeu. Alors son interdit, j'ai du mal à le comprendre en termes d'interdit. Je veux dire que je me l'interdise ou non, ça revient au même. Hein. Je veux dire, j'aurais aucun moyen, au fond, je dirais, sans même me l'interdire en quelque sorte, hein, aucun moyen, au fond, de déjouer ou de percer le secret. Hein. Simplement, j'y consens absolument. Autrement dit, ça qui est difficile, c'est que je dirais que le spectateur qui rentre dans la salle, ou qui s'apprête au fond, à assister à un spectacle de magie, il est, en quelque sorte, il est l'agent de deux opérations conjointes, qui paraissent exclusives, mais qui ne sont pas exclusives en vérité. Et c'est ça qu'il faut arriver à penser, c'est leur dualité, et à la fois le fait que l'une n'en pas, enfin, qu'elle soit équilibrée, si vous voulez. Première opération, le consentement. Autrement dit, je consens finalement, je m'abandonne, en quelque sorte. Je me laisse emporter par l'élan, hein, en quelque sorte. Autrement dit, je ne serai pas humilié quand l'effet surviendra et que je serai complètement, je dirais, démuni. Mais à la fois, deuxième élément, qu'il ne faut pas supprimer, qu'il faut maintenir, qui est, je dirais, une sorte d'engagement à l'extrême vigilance. Autrement dit, quand je dis que je dois m'abandonner, c'est un bon de principe, pour ainsi dire, de principe, hein, mais qui n'est pas exclusif d'un exercice continu, extrêmement aigu, hein, extrêmement tendu, hein, de la vigilance. Parce que imaginons quelqu'un qui renoncerait absolument à la résistance, si vous voulez, qui renoncerait à la vigilance, qui dirait, bon bah ça va, je sais que je ne pourrai pas déjouer le secret du magicien, je baisse les bras d'entrée et j'accepte tout. Ça supprime l'effet de faire ça. Il n'y a plus d'effet dans ces cas-là. Vous comprenez? L'effet n'est possible que pour autant que l'effet... Parce que la résistance, en l'occurrence, c'est pas seulement une résistance, je dirais, nerveuse, hein, c'est aussi un ensemble d'activités interprétatives, de perception, si vous voulez, qui détermine l'effet. L'effet, c'est moi qui le fais. Hein. C'est moi qui vois qui le fait. Donc au fond, l'activité qui est la mienne, de vigilance extrême, de tension extrême, dans la perception exacte de ce qui se passe, c'est cette activité-là, de ma part, qui va faire l'effet. Je ne peux pas la relâcher, je ne peux pas la neutraliser, je ne peux pas appuyer sur off. Car si j'appuie sur off, justement, c'est merveilleux, on y revient. Autrement dit, je dirais, tout peut advenir, n'importe quoi peut advenir. Donc à la fois, je dirais, je m'engage à un abandon de principe parce que c'est un jeu, et un jeu plaisant comme tel, mais à la fois je ne renonce pas au contraire à une forme de résistance, en tout cas de vigilance exacerbée au fond, pour que l'effet puisse survenir. Je ne sais pas si je vous réponds vraiment. Hein. Maintenant sur le tour de la scène, je dirais, quand vous voyez un magicien de close-up qui travaille à une table, tout le monde, les gens sont autour, il n'y a pas de frontalité, il n'y a pas d'éclairage, on a la magie limpia là, pour le coup, hein, limpia, il n'y a rien à voir. Hein. Il n'y a pas de double fond, vraiment il y a littéralement rien, hein, quel que soit le côté où on se situe. C'est ça qui est d'autant plus saisissant d'ailleurs. C'est qu'on n'a pas ce recours, hein, de se dire ah bah oui, il a caché quelque part. Bah non, il y a quelque part, partout il y a du monde, quoi. Moi j'avais une question. Alors déjà, est-ce qu'il y a des magiciens dans la salle? Non, c'est toujours une question intéressante. Non? Ok, bon. Donc j'en connais un qui n'était pas dénoncé. Ma question porte en fait donc sur les styles de magie.
Parce que ce que tu dis sur justement sur tout ce qui est, enfin sur la classification de Todorov que tu balayes un petit peu. Je la balaye pas. En tout cas, tu dis que la magie n'est pas le fantastique, en disant que finalement elle est soit du côté de l'étrange, soit du merveilleux, et dans un nœud qui finalement tient un petit peu les deux. Et alors c'est intéressant, mais en même temps, moi ça me trouble parce que pour moi, dans ma conception de la magie, et depuis très longtemps, le fantastique est le paradigme le plus efficace pour penser un type de magie. Alors c'est peut-être le type de magie que j'ai envie de faire, c'est pour ça que je posais la question de savoir s'il y avait d'autres gens qui faisaient de la magie, parce que pour moi finalement, disons l'étrange, c'est vraiment la magie présentée comme un puzzle, comme une énigme, où finalement on sait directement qu'il y a un truc, et en gros c'est ce défi à l'intelligence qu'il va falloir essayer de solver, enfin un problème à résoudre. Le merveilleux, finalement, ça serait peut-être l'escroquerie, enfin, ça serait vraiment peut-être passer complètement de l'autre côté de la barrière et de se faire passer pour un médium ou quoi que ce soit. Et puis il y a cette frontière qui, moi, me paraissait toujours très intéressante, en disant finalement, le but de la magie, c'est bien d'emmener le spectateur dans cet état où il se dit quand même qu'il est dans une salle de spectacle, mais peut-être que... Et c'est cette petite ouverture qui me paraissait intéressante au niveau de la magie. Donc j'aimerais avoir ton avis là-dessus, sur voilà, la manière dont tu bouscules un petit peu les catégories. Mon avis ne signifie que ma préférence. Et donc finalement, c'est pas du tout... je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé voir Gary Kurtz au théâtre de... Je sais pas où, c'était au Rond-Point, etc. Bon, c'était extraordinaire de technicité. Des trucs incroyables. De technicité digital. Pour le public profane, il n'a touché à rien. Il n'a fait que parler aux gens et ça s'est fait sans le moindre contact. En fait, c'est de la technique digitale. Bon, je ne vais pas donner les détails. Bon, c'est extraordinaire de technique. Mais à l'entracte, j'ai entendu des gens qui parlaient et ça m'a mis très mal à l'aise. Des gens qui se demandaient. C'était du lard ou du cochon, quoi. Autrement dit, qui... Ah bah une boule. Je ne veux pas raconter le tour de Gary Kurtz, ce serait du débinage là pour le coup, mais une boule de verre qui était sur le haut de la scène, qui pendait à un fil au milieu de la scène depuis le début du spectacle, dans lequel il y avait une enveloppe. Voilà. Et donc tout le spectacle se déroule et à la fin du spectacle, il demande aux gens donnez-moi un nom, il écrit le nom, machin, etc. Puis avec tous les noms que donnent 40 personnes, il fait une histoire avec tous les mots que les gens ont donnés, quoi, comme Francis Blanche, quoi, si vous voulez, mots. Hein. Et après, donc, c'est la fameuse histoire, donc il la prend, il plie le papier, hein, il fait descendre la boule, il descend lui-même la boule. Hein, le type est sur la scène, hein, le public est sur la scène. Hein. On ouvre la boule, on prend l'enveloppe, on sort le papier, et sur le papier, il y a la même histoire que celle que les gens viennent d'inventer à l'instant. Voilà. Et l'explication, c'est... voilà. L'explication, c'est un truc de base, qui est purement... Bon, voilà. Mais pour te dire, pour te répondre, vraiment, alors ça, c'est une question de préférence. Moi, toutes les fois que... Alors, soit des gens... Alors, je ne sais pas si Gary Kurtz voulait ça. Je ne l'accuse pas de l'avoir voulu. Mais moi, ça m'a mis mal à l'aise que les gens dans la salle puissent se demander à quoi ils avaient affaire. Et quand un magicien, de manière assez ouverte, ça arrive quelquefois, joue sur l'ambiguïté, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Alors, on n'est pas dans le même... voilà. Cela dit, je ne pense pas que la magie que j'aime relève du casse-tête. Pas du tout, ni de puzzle. Quand tu vois Ascanio, quand tu vois Vernon, quand tu vois Tamaris, quand tu vois les plus grands, hein, je dirais, t'es jamais dans le puzzle. Jamais, jamais. On est dans l'effet pur. Autrement dit, il y a une sorte, comment dirais-je, s'il y avait un puzzle, il faudrait que l'intelligence soit au fond sollicitée à l'instant de l'effet pour se mettre en mouvement, etc. Or, l'effet absolument sidérant des très grands magiciens de close-up est tel que l'intelligence, elle rend les armes à la seconde. Autrement dit, je dirais, puis en plus entre nous, si elle se mettait en mouvement, ça pourrait durer longtemps, quoi. Donc je dirais au fond, je parle de l'étrange pour dire que c'est un régime de réalité. Mais quant à la nature de l'effet, justement, ça
ce n'est pas dans l'étrange, au sens du roman policier, hein, au sens de l'énigme. Donc c'est ça qui est difficile, c'est que l'effet n'est pas une énigme, n'est pas un puzzle, n'est pas un problème, et à la fois il relève du régime de l'étrange. Et moi je refuserais le fantastique, en tout cas pour mes préférences. Alors, je vais formuler quelque chose qui est un petit peu proche de ce que vient de dire Thibaut, mais de manière beaucoup plus simple. Le spectateur qui assiste à un tour et qui l'interprète comme du surnaturel. Bon, première chose, il s'est trompé de rendez-vous, hein, parce qu'il croyait aller quelque part, l'adresse du musical, c'était pas... Bon, voilà. Mais ce même spectateur qui en fait, on l'a pas trompé, on lui a bien dit que c'était de la magie de scène. Quand il sort et qu'il est persuadé qu'il vient d'assister à un truc surnaturel, au fond, ne sert-il pas la profession d'une part dans la communication, dans la transmission de... Ah bah oui. Et d'autre part, dans tous les cas, dans les deux cas, il en a eu pour son argent, quoi, hein. Oui, alors bien sûr, il va de soi que... oui, tu as raison, sauf que, à mon avis, il a été privé de quelque chose. Qui est-ce qui m'intéresse, moi, en magie? Peut-être que je suis... Mais je ne crois pas que je sois le seul, hein. Ce qui m'intéresse en magie, c'est justement quand cette possibilité-là est complètement exclue, ça produit un plaisir, un spasme, je dirais, spécifique, hein, que la possibilité d'un autre réel, hein, exclut absolument. Hein, c'est sur le fond, je dirais, de cette certitude qu'il n'y a... On peut être quand même... Oui. Ah oui, mais épaté, qu'on soit ému, épaté, bouleversé, très bien, mais c'est pas la même, même affect. De croire voir un fantôme, ouais. Un vrai fantôme, et de voir le fantôme proposé par le magicien. Ouais. Dans les deux cas, on est censé être scotché, quoi. Oui, on est scotché, mais c'est pas le même scotch. Et ce qui m'intéresse, c'est le scotch spécifique, hein, de l'effet magique, qui, à ma connaissance, je ne veux pas m'avancer, mais je cherche, et je lis pas mal de choses depuis pas mal d'années, je n'ai rien trouvé qui en dise quelque chose d'à peu près consistant, de ça, de ce spasme, hein, spécifique. Dès qu'on en parle, on le ramène à d'autres spasmes, si je peux dire, mieux connus, mieux étudiés, et celui-ci, au fond... Voilà. Et ce que je crains, c'est que, enfin, peut-être que c'est ce que tu recherches, mais moi, quand je sens ça à l'horizon, cette ambiguïté, cette hésitation, hein, ça change tout quant à l'expérience que l'on peut faire, je crois. Ouais, et juste pour peut-être rebondir là-dessus, une des pistes, alors qu'on avait un peu exploré l'an dernier avec Jacques dans le cadre de la semaine de la pop philosophie, c'était pour moi un des types, c'est le dépassement de l'entendement tel que pouvaient l'entendre certains philosophes il y a très longtemps, avec l'expérience de l'aporie du raisonnement, toute cette idée du Thomasein chez les Grecs. C'est cet émerveillement qui est aussi un éblouissement, qui est une sorte, c'est la nuit noire de l'esprit, où là, finalement, peut-être, enfin c'est une proposition, hein, qu'on peut faire, là ça permet d'éviter le piège du surnaturel, de la sorcellerie, etc., qui peut guetter en effet dans le fantastique, et aller chercher cette hyper-rationalité ou l'expérience de la perplexité telle qu'ont pu la connaître certains mystiques, oui, ou autres. Ça, c'est une proposition que je te fais. Mais je sais que tu as développé cette idée-là plusieurs fois. J'ai lu des choses de toi, puis je t'ai entendu parler à Marseille. Et là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais bon, on va pas faire un discours. Enfin, je pense que l'aporie, ce n'est pas la même chose. Je pense vraiment que l'aporie, c'est autre chose. Je pense que l'aporie, chez Aristote, qui en est le théoricien principal, c'est complètement... Pour le dire simplement, je me répète peut-être, mais j'y tiens beaucoup, parce que je crois que c'est vraiment déterminant, l'effet magique, il est conclusif. Même s'il y en a plusieurs, hein, même s'il y en a un autre 2 secondes après, l'effet magique, il est conclusif. Alors que l'aporie, elle est initiale. L'aporie, elle est ce par quoi ça commence. Ça commence la recherche.
Bon. Alors que l'effet magique, c'est pas ça. L'effet magique, c'est au fond quelque chose qui est d'une violence comparable peut-être, à mon avis, une plus grande violence en vérité, hein, que l'aporie, mais c'était quelque chose qui, au fond, dès qu'il survient, je dirais, me contraint à être certain que l'affaire est réglée. Alors que l'aporie, c'est tout l'inverse. L'aporie, c'est ce qui ouvre je dirais, une investigation plurimillénaire, ce qu'on voudra, bon, peu importe. Et c'est pareil, je dirais, qu'on prenne Platon, qu'on prenne Aristote, qu'on prenne les stoïciens, qu'on prenne même Descartes, c'est pareil, l'émerveillement chez Descartes, c'est ça, au fond, c'est l'idée, au fond, c'est l'admiration, c'est ça commence, quoi. Étonnement, ça commence. Mais je dirais, l'effet magique, ça étonne aussi, ça surprend, ça frappe, c'est une violence, mais une violence qui est toujours conclusive. En ce sens, elle est toujours décevante. Mais décevante au sens anglo-saxon, hein, pas au sens d'une déception, je dirais au contraire. Il y a une jouissance de la déception, en ce sens-là, qui se sait finalement le dernier mot. Et non pas, je dirais, l'initiation à quelque chose qui va ensuite se cultiver au long cours, quoi. C'est pourquoi d'ailleurs, je j'aime pas l'émerveillement. Parce que dans l'émerveillement, il y a cette ambiguïté. Et puis dans l'émerveillement, il y a le merveilleux, justement. Donc il faut trouver, je ne sais pas, trouver un mot pour dire quelque chose de cette expérience, qui ne soit pas l'émerveillement, et qui ne soit pas, je dirais, de l'ordre du défi de l'énigme. Bon, c'est vraiment une merveilleuse conférence. Est-ce qu'on a le droit? Bien, je vous remercie. Je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois à Nice, je l'espère. Je peux encore dire un mot, Jacques? Oui, bien sûr. Parce que je sais que ta modestie et ta discrétion et ton élégance t'empêchent de dire une chose que je veux quand même dire. C'est que Est sous presse, le livre dirigé par Jacques Serrano, sort dans quelques jours. Il est en vente sur Amazon déjà. Le livre, donc, Jacques Serrano a concocté sur la magie. Le titre, c'est le titre même de la semaine qu'on vient de vivre, là, La magie, un défi à notre intelligence, publié chez 100 000 milliards et Descartes et compagnie, auquel contribuent une quinzaine d'auteurs, hein, qui ont participé aux différentes sessions de Pop Philosophie. Donc voilà. Bien, merci et très bonne soirée. Au revoir.